Bonjour, je m'appelle Edith Kebouya, je suis autrice, scénariste et fière porte-parole pour Communication Jeunesse. J'espère que vous êtes bien installés car vous allez vivre un très bon moment. Bonne conférence! Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à cette première conférence de notre saison d'automne des conférences gratuites de Communication Jeunesse. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis la directrice générale adjointe de Communication Jeunesse et aujourd'hui, je suis en compagnie de Joanie de Éducazou qui est avec nous, qui va être notre co-animatrice de cette conférence. On est vraiment enchantés et emballés de ce partenariat qu'on a avec Éducazou. Donc, merci Joanie d'être parmi nous. Vous allez l'entendre très, très bientôt, bien sûr, pour cette conférence qui débutera à l'instant. Je suis aussi en compagnie de mon collègue Nicolas, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà, donc notre animateur et responsable du programme d'animation. Rapidement, avant de commencer, je vous nomme un peu Communication Jeunesse, donc je vous explique qui nous sommes. Communication Jeunesse, on est un organisme qui fait la promotion de la lecture auprès des jeunes et de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne. Et on fait la promotion, on atteint notre mission par plusieurs programmes, notamment par notre programme de conférences du soir. Donc, tout l'automne, on vous attend à nos conférences les mercredis soirs. Donc, à chaque 2 semaines, on a un rendez-vous. Une semaine sur 2, c'est une conférence comme celle-ci et l'autre semaine, l'autre occasion de se rencontrer dans le mois, c'est des causeries donc qui vont réunir 3 intervenants et qui seront animés par Nicolas. Donc, la prochaine causerie aura lieu, si mon souvenir est bon, c'est le 20 octobre. Tu pourras me dire, Nicolas, si je me trompe dans la date, mais c'est le 20 octobre. Merci, il me fait un signe me disant que j'ai la bonne date. Et on va parler de la consommation dans la littérature jeunesse pour adolescents. Donc, on change d'univers, puis on s'en va vraiment dans l'univers des ados et de la littérature miroir. Aujourd'hui, donc, on lance ce programme de formation qui est en partenariat avec différents organismes et différentes entreprises qui travaillent auprès des jeunes et qui ont des missions qui nous semblent complémentaires. Je suis enchantée de recevoir Éducazou dans cette conférence-là et de recevoir Joanie. Une des choses qui me tient le plus à cœur dans le travail qu'on fait, c'est de démontrer que la littérature jeunesse, c'est pas cloisonné, puis ça ne s'utilise pas seulement à la bibliothèque, dans une salle de classe ou avant d'aller se coucher. La littérature jeunesse, elle parle de la vie, elle parle de ce qui nous intéresse, elle parle de ce qui intéresse les jeunes. Et ben, s'il y a quelque chose qui intéresse les jeunes, vous serez d'accord avec moi, et les jeunes qui sont parmi nous ce soir pourront me faire des signes pour me dire si j'ai raison, mais s'il y a quelque chose qui intéresse les jeunes, c'est bien les animaux. Et pour avoir eu l'occasion de rencontrer Joanie chez Éducazou, je pense qu'on a quelqu'un ici de tout à fait bien situé pour nous en parler. Alors, je vais te laisser faire ta présentation et ensuite, Nicolas va prendre la parole, donc après Joanie, pour vous présenter des livres en lien avec la thématique qui aura été abordée par Joanie et pour faire en fait le lien entre ces 2 grands domaines et ces intérêts qui sont partagés par plusieurs enfants. Donc, sans plus tarder, Joanie, je te cède la parole et à tous, je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, bonjour à tous. Je me présente Joanie Asselin. Je suis propriétaire et biologiste au sanctuaire Éducazou. Peut-être en levant la main là, pour ceux qui ont la caméra ouverte. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Éducazou en levant la main ou qui ont déjà eu la chance? Ah, j'en vois plusieurs. Super. Donc, oui, effectivement, on débute notre 21e année d'animation et d'éducation. Donc, à la base, Éducazou, qu'est-ce qu'on est? On est un sanctuaire pour plus de 400 animaux ici au au refuge que j'ai situé à Terrebonne et plus de 200 animaux également dans notre sanctuaire qui est situé à Québec. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est notre mission? Eh bien, c'est de prendre soin de tous ces animaux-là qui sont oubliés. Hein? Donc, il y a beaucoup de refuges qui existent pour les chats et les chiens, mais quand on a un serpent à la maison, quand on a un lézard à la maison, un perroquet, et que parfois on se rend compte que finalement c'est beaucoup plus de travail que l'on pense, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On est pris un petit peu au dépourvu. Et c'est là qu'avec Éducazou, on arrive parce que notre but, dans le fond, c'est de prendre ces animaux-là pour les accueillir. Puis par la suite, si on détecte que c'est des individus qui aiment rencontrer des gens et qui sont sociaux, eh bien, notre travail,
c'est de travailler avec eux. Donc, on vient visiter, que ce soit dans les fêtes à domicile, que ce soit dans les festivals, dans les écoles. Donc, on va rencontrer dans tout type de milieu. Et ce qui est génial avec les animaux, comme le disait Anne-Marie, c'est pour tous les âges. Donc, on va autant faire des écoles primaires, qu'on va faire des centres de personnes âgées, qu'on va être au festival de jazz à la Ronde. Donc, on fait plein de types d'événements. Et notre but, dans le fond, c'est d'aller chercher les gens, de vous communiquer notre passion, mais dans un contexte qui est éthique pour l'animal et sécuritaire également pour l'animal et l'être humain. Donc, on offre ce contact-là aux gens, bien sûr encadré, et on peut, après ça, échanger, communiquer notre passion et bien sûr, renseigner les gens. Donc, combien d'animations on a fait où les gens voulaient se procurer un hérisson et finalement, quand on sortait de l'activité, on s'était un petit peu, notre but, c'est pas d'enlever le goût aux gens d'avoir des animaux, mais c'est de les aligner vers le bon choix. Hein? Parce qu'avoir un animal, ben, c'est un contrat à vie. Et je vous dis en ce moment ici, là, moi, je suis dans le refuge, dans nos pièces virtuelles, et il y a 400 animaux qui m'entourent. Et c'est vraiment un travail temps plein. Hein? On est là au jour de l'an, à Noël. Il faut constamment être là. C'est vraiment comme nos petits bébés. Alors, c'est ça que ça fait, dans le fond, Éducazou. C'est notre raison d'être. Et on est fiers de s'autofinancer à 100% par nos activités que l'on fait sur la route. Donc, c'est que par nos activités que l'on fait d'éducation qu'on va réussir à prendre soin de tous ces animaux-là. Donc, vous comprendrez qu'il y a 20 ans, il n'y en avait pas 400. Hein? Donc, plus la mission grandit, plus on accueille de nouveaux individus. Parce que c'est sûr que quand on accueille un animal, on s'assure d'avoir toutes les ressources au niveau de l'espace, mais également au niveau financier pour pouvoir s'en occuper. Hein? Parce que vous comprendrez qu'avoir de l'exotique, c'est beaucoup de sous. Alors, nous, on pense à tous ces petits éléments-là. Et je suis très heureuse ce soir de faire cette présentation-là pour vous, parce qu'à vrai dire, Éducazou, jusqu'à avant la pandémie, c'était limité pas mal au Québec, ou du moins où on pouvait se déplacer. Et quand la pandémie est arrivée, ben vous comprendrez que pour nous, on a perdu en 24 heures 100% de nos revenus. Mais les animaux, eux, ils doivent continuer à manger. Hein? Les soins, ils doivent continuer. Donc, on a été une des premières compagnies d'animation à se poser la question, comment on va continuer à faire notre mission et comment on peut partager aux gens notre amour des animaux et continuer notre mission d'éducation. Et on a développé un service virtuel qui a été hyper populaire. Et encore aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir animer en Alberta, en Colombie-Britannique. Donc, on a ouvert les frontières et on a même fait une activité en France. Donc, on était pas mal fiers avec nos amis français. Bien sûr, c'était cocasse. Il y a des mots qu'il a fallu revoir un petit peu, où on a cherché un petit peu les appellations françaises des noms des animaux. Donc, on a eu beaucoup de plaisir et c'est quelque chose qu'on découvre encore au quotidien. Et je pense que j'ai envie de vous le faire vivre ce soir, si ça vous dit. Est-ce que ça vous tente de voir des animaux? Super! Alors, petits et grands, n'hésitez pas à poser vos questions. Éducazou, c'est ça. C'est l'interaction. C'est pas un monologue. On a envie de vous entendre. J'ai envie de répondre à vos questions. Et j'ai envie de vous présenter mon premier animal. Mon premier animal qui est une vedette. Hein. Il a fait beaucoup de shows télé. Peut-être vous les avez vus dans les annonces de TELUS également. Alors, je ne sais pas, roulement de tambour, avez-vous une idée? Ta-da-da! Elles sont collées. Et là, je vais les sortir. Ce sont des rainettes aux yeux rouges. Alors, ce sont de petites grenouilles. Et pourquoi on les appelle les rainettes? Et là, vous allez voir ici. Parce qu'elles font partie d'un petit groupe de grenouilles qui collent. Et oui, vous les voyez ici. Et attention, je vais la décoller. Quelque chose qui est très important, hein? Éducation, c'est également ça, c'est d'enseigner aux gens comment manipuler les animaux. Eh bien, nos mains contiennent des petites huiles. Alors, si je manipule la grenouille avec ma main, bien, c'est mauvais pour sa peau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mouiller la main à l'aide d'un push-push comme ça. Vous voyez, ça va sûrement reluire un petit peu. Voilà. Je ne mettrai pas dans la caméra parce que je veux que vous continuiez de bien me voir. Alors, et surtout de voir ma vedette qui a sauté. Vous avez vu? Elle a sauté, hein? Parce que les rainettes comme ça peuvent sauter des sauts de 2 à 3 mètres. Mais attention, celles d'Éducazou sont un petit peu paresseuses. Ils aiment bien manger aussi beaucoup, donc sont un petit peu plus lourds. Mais dans la nature, ça peut faire des sauts. Alors, je vais aller la chercher
et je vais la coller sur cette vitre que vous voyez ici. Hop, là, par contre, il faut faire attention au niveau des reflets. Alors, je vous la présente et je vais l'approcher de vous pour que vous puissiez voir ses grands yeux. Que vous voyez ces grands yeux rouges qu'elle a. À vrai dire, ces yeux rouges-là sont magnifiques, hein, mais ils servent à quelque chose, ces yeux rouges-là. À vrai dire, la rainette aime bien se cacher sur les feuilles, comme ça. Et elle va fermer ses yeux. Elle va cacher ses pattes sous son ventre et elle va fermer complètement ses yeux. Donc, par exemple, si moi je passe à côté de la rainette, ben, je passerai tout droit et je m'en rendrai pas compte. Si toutefois je suis un prédateur et que je l'observe, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rouvrir ses yeux comme ça. Bouh! Et là, ce que ça fait, c'est que le prédateur est surpris par ses yeux rouges. Donc, il va reculer. Et qu'est-ce que la grenouille va faire? Elle va bondir et changer de feuille et d'endroit. Et ça va lui sauver la vie. Parce que vous comprendrez qu'une grenouille comme ça, là, ça rentre dans la bouche de n'importe quel prédateur. Alors, si ça n'a pas de moyen de défense, ben, elle vit pas très longtemps. Ça, c'est officiel. L'autre chose, je vais aller chercher mon autre ami qui a décidé de se promener. Et regardez, ça va apparaître juste ici. Et voilà. Est-ce que vous voyez les belles couleurs qu'elle a? Elle est vraiment magnifique. Et vous voyez également sa gorge qui bouge. Sa gorge qui bouge, c'est qu'elle respire. Donc, elle descend son palais pour faire entrer l'air et elle pousse l'air dans ses poumons. Alors, c'est une super bonne technique pour pouvoir respirer. Également, vous voyez qu'elle a de belles couleurs sur le côté, des couleurs bleues, oranges. Donc, c'est une grenouille qui fait penser également qu'elle a du venin. Que vous pensez qu'elle a du venin, tout le monde? Ben oui ou non? Je vois beaucoup de non, je vois beaucoup de peut-être. Ben, je vous rappelle que non. Sinon, je la manipulerais pas comme ça, bien sûr. Donc, c'est un bon moyen de défense, de faire penser qu'elle a du venin. Et souvent, les grenouilles comme ça, elles vont avoir du venin quand on va les croquer. Hein? Donc, quand on va les avaler. Bien sûr, vous comprendrez que je me nourris d'autre chose que de grenouilles. Hein? Donc, bien sûr, Calypso et Tellus n'ont pas peur de moi. Mais dans la nature, c'est un excellent moyen de défense. Là, j'aimerais vous montrer quelque chose. Et elles bougent beaucoup ce soir, hein, les grenouilles. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont nocturnes. Elles vivent la nuit. Donc, normalement, quand on anime avec elles pendant le jour, là, c'est des grosses patates. On a de la misère à les faire bouger. Et regardez là, les longues pattes qu'elle a. Et elle va vraiment se propulser comme ça avec ses pattes. Et là, elle est sur le coin de mon ordinateur. Regardez bien, je vais vous le montrer parce que c'est beaucoup trop drôle. Regardez bien. Hop, elle est allée juste ici se promener, se coller. Alors, voyez les belles ventouses qu'elle a également au niveau des pattes, les belles couleurs orangées. Alors, ces ventouses-là vont lui permettre vraiment d'aller coller et d'adhérer aux surfaces. Alors, c'est vraiment une bonne technique. Dans le fond, la grenouille, elle se met comme ça. Puis, quand elle veut se cacher, elle les cache comme ça. Et quand elle veut grimper, elle les remonte et elle grimpe. C'est pour ça qu'on les appelle également les grenouilles Spider-Man, hein, parce qu'elles collent. Et regardez comment elle colle bien. On peut même voir son petit bedon. Et voilà. Complètement. Et vous voyez sur la vitre, il y a un petit peu d'eau également. Hein? Donc, c'est important que son corps reste toujours humide parce que la grenouille n'a pas la capacité de conserver l'eau. Alors, son corps, c'est comme une passoire à spaghettis et l'eau va s'écouler. Alors, c'est toujours important qu'on la conserve mouillée. Alors, on va la rafraîchir un petit peu pour assurer son confort. Et là, vous voyez. Joanie? Oui! Je me permets de t'interrompre parce que j'ai vu une main se lever et par la suite se rebaisser, mais je me demandais si c'était une question de la part de Yann. Je me demandais s'il voulait prendre la parole pour poser la question. Ah oui, j'étais en train d'essayer de l'écrire dans le chat, mais du coup, merci. J'aimerais savoir, parce que j'ai lu quelque part que certaines grenouilles utilisaient leurs yeux pour pouvoir mâcher, qu'elles fermaient les yeux parce que ça les aidait à l'intérieur de la bouche à pouvoir pousser la nourriture. Est-ce que c'est vrai? Oui, très bonne question, Yann. Et effectivement, on a un connaisseur avec nous. Hein? Donc, les grenouilles, comme je vous disais tout à l'heure, quand elles remontent le palais, ça pousse à l'intérieur l'air. C'est un peu la même chose avec la nourriture, ce qui fait que lorsqu'elles abaissent leurs yeux dans leur tête, ça fait une pression et ça permet à la nourriture qui est dans la bouche de passer dans l'estomac.
On a même certaines grenouilles qui vont vraiment se rentrer les yeux dans la tête. Oui, oui. Donc, quand elles avalent, là, leurs yeux disparaissent dans leur tête. Bon, c'est spécial un peu, hein, mais chacun sa technique. Il ne faut pas juger, hein, bien sûr. Alors, est-ce que ça vous tente d'en voir un autre? Oui. Excellent! Donc, nos grenouilles vont aller se coucher. Quoique je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont nocturnes, donc pour eux, le party commence. Hein? C'est l'inverse de nous. Alors, on va aller les remettre dans leur petit bac et passer à mon prochain. Si je vous dis, mon prochain a des écailles, mon prochain a le sang-froid, mon prochain a des pattes et il pond des œufs. Qui suis-je? Quelqu'un veut s'essayer à donner une réponse. Est-ce que c'est un iguane? Alors, on est très près. Le lézard! Bravo! Alors, le lézard, pourquoi, dans le fond, j'ai dit qu'il avait des pattes? Parce que si je n'avais pas donné cet indice-là, vous auriez pu dire c'est un serpent, hein, aussi. Ou on aurait pu dire également c'est un poisson lorsqu'il vit dans l'eau. Mais là, vous comprendrez que je ne suis pas dans un aquarium présentement. Hein, donc, un poisson, ça ne se placerait pas bien. Alors, mon prochain, lui également, c'est une vedette. Il a fait beaucoup d'émissions de télé parce que mon prochain, c'est un dragon barbu. Mais là, il crache pas du feu ou de l'eau parce que c'est un dragon, là. Hein. Il faut comprendre, on l'appelle aussi la gamme barbue. Alors, il y a plein de noms comme ça. Mais c'est un lézard qui fait beaucoup de reportages, de shooting photo. Pourquoi? Bien, vous allez voir, parce qu'il est stationnaire. Donc, lui, là, son rôle, là, son but, son plaisir, c'est de s'écraser comme ça et de rien faire. Donc, vous comprendrez que c'est pratique. Même en Zoom, comme aujourd'hui, vous allez voir, je vais abaisser ici et je vais le chercher. Ah oui! Avant. Alors, les reptiles, souvent, ne vont pas nécessairement utiliser leurs oreilles, hein, comme nous, avec les sons. Ce qu'ils vont sentir, ce sont les vibrations dans le plancher. Ce qui fait que si je suis à côté de mon lézard et j'ai dit « Hey, est-ce que tu as passé une bonne journée? » Ça se peut qu'ils ne m'entendent pas vraiment ou du moins que les vibrations dans l'air vont se perdre. La bonne technique pour les appeler, attention, c'est de prendre nos mains et de faire de la vibration. Donc, j'aimerais ça que tout le monde, on appelle M. Patate. Donc, je veux voir les mains parce que, oui, aujourd'hui, ce soir, vous ne le saviez pas, mais on apprend à parler le lézard. Alors, attention, M. Patate. Et toum, 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 boum. Et voilà. Donc, je vous présente M. Patate. Et quand je vous avais parlé tout à l'heure qu'il avait un gros bedon, eh bien, vous pouvez voir juste ici son ventre et vous pouvez voir sa longue queue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le filmer comme ça ici. Comme ça, vous allez très bien le voir. Est-ce que vous le voyez bien? Hein? Et là, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il aimait se poser sur son bedon, est-ce que vous voyez, ça ressemble à une crêpe? Et là, ce qui est super intéressant, regardez ici, il a des pics sur le côté. Mais là, vous comprendrez que si je passe mon doigt sur ces pics, eh bien, ça ne doit pas faire mal, hein? Eh bien, ce sont des faux pics. Regardez bien. Les lézards, ils n'ont pas la peau qui étire comme nous. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est comme quand notre chandail est trop petit, nous, on change de chandail, bien, eux, ils changent d'écaille. Regardez bien ici, j'ai des anciennes écailles de dragon barbu. Que vous voyez, et on voit tous les petits pics. Ça, c'est les petits pics qui étaient trop petits. Donc, ils ont changé leurs écailles et ces pics-là, ce sont des faux. Alors, ce qu'il fait penser, M. Patate, c'est qu'il fait penser qu'il est piquant. Mais dans le fond, c'est juste un très bon comédien. Alors, regardez bien ici, c'est vraiment tout des faux pics. Il y en a même sur la barbe. Et là, vous comprendrez pourquoi on l'appelle le dragon barbu. Alors, c'est grâce à cette magnifique barbe en dessous. Comme vous voyez, M. Patate, il adore quand je le touche parce que mes mains sont chaudes, donc je le réchauffe. Hein? Et les pics qu'il a en dessous ici et sa barbe, elle peut changer de couleur. Donc là, attention, si vous êtes un dragon barbu qui cherchez une femelle, qu'est-ce qui va se passer? Cette barbe-là va se gonfler. Elle va devenir toute noire, à peu près en 20 secondes. Et qu'est-ce qu'il va faire? La danse du dragon barbu.
Alors, il va prendre sa tête comme ça. Vous pouvez le faire, hein, tout le monde, là, comme ça. Là. On peut parler dragon barbu. Et ça, pour une semaine dragon barbu, c'est extrêmement séduisant. Et ça fonctionne très bien. Hein. On n'a pas tous les mêmes techniques. Hein. Il ne faut pas juger le dragon barbu. Une autre chose pourquoi il va faire cette danse-là, c'est si un autre mâle arrive sur son territoire. Eh bien là, il va gonfler sa barbe, elle va devenir noire et il va la secouer comme ça pour dire « Hey, ici, là, c'est mon territoire. » Et ça fonctionne très, très bien. Tantôt, je vous ai dit, parler, comment on fait pour parler le lézard? Mais saviez-vous que les dragons barbus, eux, ils parlent entre eux? Hein? Ils n'utilisent pas la parole, ils utilisent les gestes. On appelle ça la salutation. Et le dragon barbu fait ça comme ça avec sa patte pour saluer ses congénères. Donc, il y a des études qui démontrent que les dragons barbus communiquent entre eux et ils seraient capables à peu près de faire entre 5 et 7 gestes différents. Par contre, je vous le dis, chez Educazou, on a des dragons barbus depuis plus de 20 ans et ils communiquent beaucoup plus. C'est simplement parce qu'il n'y a pas encore d'études qui démontrent tout ce que le dragon barbu peut dire. Et là, vous voyez, il veut se promener. Alors, je vais descendre ici pour vous le montrer parce que le dragon barbu, là, tu vas regarder la caméra, adore se promener, mais il adore aussi manger. OK? Et là, vous comprendrez que son beau bedon, il l'a accumulé, bien sûr, avec beaucoup d'énergie, hein, qu'il a mis à consommer de la nourriture. Et oui, et une de ses nourritures préférées est là. Et vous allez voir, ça, c'est magnifique. Vous voyez le petit verre ici. C'est comme Monsieur Patate, toi, tu le vois, hein, le petit verre. Et voilà. Alors, c'est insectivore. Ça aime manger des insectes, mais ça peut également manger de la laitue, des fruits, des légumes, des bébés souris aussi. Que vous imaginez, ça peut manger des bébés souris. Alors, pendant que je lui en donne un deuxième, vous allez voir, il va se licher probablement les babines également. Oh oui! Et là, vous voyez la belle langue hein, qui est collante. Et voilà. Alors, ce sont des vers qu'on appelle les superworms. Ce sont des vers qu'on peut donner à nos reptiles qui sont très, très, très bons pour eux, mais il ne faut pas en donner trop parce que sinon, c'est un petit peu difficile à digérer au niveau de la coquille. Hein, parce que c'est un insecte, donc il y a un exosquelette autour. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le dragon barbu, il est omnivore, donc il doit manger de tout pour être en bonne santé. Et quand je dis de tout, c'est en grande quantité. Et oui, ça l'adore manger. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur M. Patate? Joanie, on a une question de la part de Yann qui est arrivée dans la conversation qui nous dit « Des gens en ont comme animal de compagnie. Est-ce que tu crois que c'est une bonne chose? » Très bonne question. Et justement, pour répondre à cette question-là, M. Patate est arrivé ici parce qu'il était dans une famille. À vrai dire, il s'appelait Madame Patate. Mais quand il est arrivé au refuge, on l'a sexé. Hein? Donc, on a déterminé que c'était un garçon. Alors, on a changé son nom pour M. Patate. Vous comprendrez. Alors, c'est assez cocasse. C'est un bon lézard à avoir à la maison. Par contre, ça vit quand même de 7 à 10 ans. Ça, si on fait le calcul, puis qu'on se projette dans 10 ans, des fois, on a de la misère à savoir on va être où l'année prochaine. Hein? Donc, c'est important de se poser la question, quand je vais être dans mon prochain endroit, dans mon prochain projet, est-ce que M. Patate peut me suivre? Hein? Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut penser parce que ça va vivre longtemps. Et je vous dis que ça vit 10 ans, là, mais d'expérience au refuge, nos dragons barbus, ils vivent beaucoup plus longtemps que ça. Hein? On a des dragons barbus qu'on appelle nos papis et nos mamies qui ont souvent entre 12 et 15 ans. Après, avoir un lézard à la maison, c'est quand même, c'est agréable. Là. Ce qui est le fun avec un lézard, là, c'est que vous pouvez le mettre comme ça sur vous, là, et écouter la télévision. Puis là, il va se coller avec vous. Hein? Donc, mais c'est sûr qu'il faut penser qu'il faut nettoyer son habitat. Si également, M. Patate tombe malade, il faut aller au vétérinaire. Et quand on est avec l'exotique, eh bien, c'est rare que la facture va être en dessous de 400-500 $ malheureusement. Parce qu'on est souvent en frais d'urgence. Donc, c'est des choses qu'on doit penser également. Et on doit penser que M. Patate, là, ce n'est pas une décoration dans un salon. Hein? Donc, chez Educazou, c'est le fun. Nos animaux sortent. Ils vont voir des gens. Ils ont une stimulation positive. Si vous achetez un animal pour le laisser dans son habitat, eh bien, imaginez-vous qu'on vous enfermait dans votre garde-robe toute votre vie.
Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Donc, nos animaux à nous, là, quand on arrive avec leur transporteur, vous devriez les voir. Monsieur Patate ne bouge jamais. Mais quand on passe devant avec son transporteur, là, il arrive. Mais c'est pas vrai. Quand on passe devant avec de la nourriture, là aussi, il s'active. C'est une autre source de motivation. C'est les deux raisons pourquoi Monsieur Patate va bien sûr bouger. Et là, il a envie de manger, donc je vais le redéposer ici. Et là, il y a plus d'air. On a une question complémentaire pendant ce temps-là. Donc, quel genre de maladie peut avoir un lézard comme celui-ci? Ah, très bonne question. Ça peut être comme nous, hein. Les lézards peuvent avoir des cancers, ils peuvent avoir des défaillances cardiaques, mais souvent, la chose en captivité qui va le plus affecter les lézards, c'est souvent des bactéries. Ils vont vivre dans un environnement qui est stable, mais qui n'est pas l'environnement dans la nature. Donc, il faut contrôler, s'assurer que ce soit propre. Parce que malheureusement, si M. Patate fait ses besoins, mais des fois, ils ont tendance à se rouler dedans. Et oui, vous avez bien entendu, ils se roulent dans leurs excréments. Donc, la brosse à dents devient le meilleur ami pour aller décoller. Imaginez dans tous ces pics-là. Ici, là, il faut tout aller frotter ça pour rendre Monsieur Patate propre. Et ça, c'est très, très, très important de le faire parce que sinon, ce que ça peut faire, c'est que les lézards peuvent développer des infections et malheureusement, ils sont conçus pour être une barrière contre les infections avec leurs écailles. Donc, quand il y a une petite bactérie qui rentre, on dit que faim à Monsieur Patate. Oh, attendez, je vais le redéposer parce qu'il veut manger. C'est souvent ça qui arrive quand il y a une petite infection. Ça rentre, puis le lézard, ça peut lui être fatal, là, malheureusement. Et j'imagine que tu parles d'une brosse à dents, mais c'est une autre brosse à dents. Oui, bien sûr. Très bon point, Anne-Marie. Une autre brosse à dents, s'il vous plaît. Hein? On ne va pas jouer dans les excréments de notre lézard. Bien important. Et là, je ne sais pas si vous entendez le petit sonore là, des petites babines qui se lichent, mais moi, je les entends très bien. Ça fait comme un petit comme ça. Et oui, même les lézards émettent du bruit et se sucrent le bec avec de petits vers. Très protéiné comme collation. Écoute, Joanie, pendant qu'on regarde M. Patate, je te permets de prendre ton souffle, peut-être une gorgée d'eau, ce qui me permet... à regarder les expressions, je pense qu'il y a un petit Noah, une petite nez qui vont vouloir soit une rainette aux yeux rouges ou un barbu, parce que je vois et même que je vois des plus grands avec vos expressions, vous allez sans doute vouloir des animaux aussi. Écoutez, je vais faire vite parce que la parole est vraiment à Joanie ce soir. Par contre, je dois vous dire que si, comme on peut voir, M. Patate, en ce moment, c'est un prédateur. Il est en train de se nourrir. Il me fait rire. Mais je peux pas arrêter de rire parce que vous saviez, je l'ai rencontré, hein, M. Patate. Je l'ai tenu, M. Patate. Donc là, bon. OK, Nicolas, prends sur toi. C'est Michel Quintin. Vous connaissez sans doute les Savais-tu depuis plein d'années, les documentaires où on va parler d'animaux comme les rainettes, mais autant d'autres dégueux comme les vers solitaires, les coquerelles et j'en passe. Ils ont fait un best-of, puis quand je vous parle de prédateurs, le spécial, je vous montre le titre à l'aide. Déjà, la rainette sur le dessus, c'est pas mal. Alors, on vous parle vraiment de prédateurs. Ça mélange de l'information, de l'humour, de la BD et un souci éditorial qu'on apprend plein de choses en s'amusant. Et là, je fais vite parce que je vais reprendre parole, donc je vais vous retaper les oreilles dans pas long. Quand les jeunes ont goûté à leur expérience d'Éducazou, la littérature, c'est pas juste des romans, c'est pas juste des documentaires, bien, c'est aussi le magazine. Puis des jeunes qui visitent Éducazou, puis je vous le jure que les parents, ils prennent autant goût, puis les profs, puis le nombre d'abonnements le prouve. Le magazine Les Explorateurs, c'est de la littérature, c'est brillant. Il y a un travail brillant qui a été fait derrière. Et justement, celui du mois de mai parle de lézards et de mimétisme chez les animaux, un peu comme les caméléons et tout ça. Alors, Joanie, juste avant de nous laisser te présenter une prochaine vedette et de continuer, on va prendre d'autres questions. Au début, tu nous as parlé et j'ai vu
des étincelles dans les yeux de certaines personnes qui regardaient, surtout les plus jeunes. De la rainette aux yeux rouges, il y avait Tellus et l'autre que j'ai oublié. Mais il y en a une qui s'est sauvée de toi. Tu as plus de 400 animaux et on passe d'un cochon d'Inde sans poils, les amis, à un grand serpent qu'Anne-Marie et moi, on a... Ah, puis il était tellement... Bref. Mais les animaux sont libres. Il y a une fermette à furets dans un des coins. Vous vous imaginez pas l'endroit que c'est. Imaginez un beau grand gymnase d'école primaire, mais aménagé pour ça. Chaque cage ou enclos est tempéré. Il y a des... Mais les animaux sont libérés, sont libres à certains moments. Mais comment est-ce qu'ils font pour jamais s'échapper, ne serait-ce qu'une petite rainette? Est-ce qu'il n'y aurait pas un trou ou une fissure? Très bonne question, Nicolas. Eh bien, dans le fond, Éducado a été bâti sur mesure justement pour les animaux. Donc, ce qui fait que chaque animal, comme Monsieur Patate, a son enclos. Les furets ont leur enclos, donc ils ont tous leur enclos, mais ça a été construit en pensant à tout, c'est-à-dire que si jamais il y a un petit trou, il a été bouché. Ce qui fait que si un animal s'échappe, parce que ça peut arriver, malgré qu'on est beaucoup au refuge, donc normalement, on a un suivi quotidien, on prend les présences le matin et on prend les présences le soir. Ne serait-ce également que pendant qu'on fait l'entretien ou des animateurs qui viennent chercher les animaux. Alors, s'il y en a un qui s'échappe, on peut rapidement le remettre et c'est super important, comme Nicolas tu disais, parce qu'on a autant des proies et des prédateurs, donc on a la chaîne alimentaire au grand complet dans notre sanctuaire, donc c'est vraiment important de penser à leur sécurité. Et en même temps, vous vous assurez que ce ne sont pas tous ces animaux qui sont ensemble en même temps parce que un furet, un lapin... Il n'y a plus de lapin, en effet, après un bref moment, parce que c'est un prédateur. Donc oui, effectivement, il y a plein de choses à penser. Et dans notre maison de furet, qu'on appelle furet de ville, alors chaque maison de furet a son patron, hein, parce que oui, les furets, ils ont leur patron. Et tous les matins, ils peuvent courir, mais c'est dans un endroit qui est vraiment retiré des autres animaux, justement pour penser à la sécurité, parce que c'est certain que quand on travaille avec tous ces animaux-là, comme j'ai dit tantôt, on doit s'assurer de la sécurité de l'animal, mais de l'être humain aussi. Donc, c'est de penser à toutes ces choses-là. Là. Merci beaucoup, Joanne. Alors, mon dernier, c'est, comment je pourrais dire? C'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un que, si vous suivez nos réseaux sociaux, vous voyez souvent. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais monsieur est en train de faire sa sieste. Donc, je propose de vous dire, d'aller ranger monsieur Patate, qui va vous dire au revoir, voilà, et de vous laisser voir si vous trouvez c'est quel animal que je m'en vais chercher. À tout de suite. Si vous avez une idée de quel animal s'en vient nous rencontrer, vous pouvez l'inscrire dans la conversation ou encore prendre la parole si vous avez envie de jouer au jeu des devinettes. Elle n'a pas donné d'indice? Ah ben, elle a dit qu'il était spécial. Elle a dit qu'il était qu'il avait de l'énergie. Moi, je te dis qu'il n'y a pas d'écailles, ni de poils. Un mammifère? Non, ok, c'est pas un mammifère. C'est bon, on joue aux devinettes, j'adore ça. Moi, je pourrais ajouter... Ben le voilà. Excusez-moi, mais ça, c'est magnifique. Est-ce que vous avez deviné? Cacatoès. Alors, je vous présente Coco. Coco, qui est un cacatoès à queue blanche. Et là, est-ce que vous voyez qu'il y a des petites plumes comme ça? Moi, je dis qu'il fait sa moustache comme ça. Parce que Coco, il est en train de dormir. Parce que le seul moment où un cacatoès est tranquille, c'est lorsqu'il fait sa sieste, lorsqu'on réussit à lui faire sa sieste, et le soir, lorsqu'il dort. Mais tout le restant du temps, eh bien, savez-vous qu'est-ce qu'il aime faire? Parler, danser, jouer, détruire et constamment pendant 10 à 12 heures. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne un vrai cacatoès. C'est pas un cacatoès qui est fatigué à 8 heures le soir. Alors, Coco, ce qu'il aime faire, c'est comme ça, danser. Ouais, et voilà, alors on se réveille un petit peu. Hein? Est-ce que tu dis allô aux gens?
Parce que Coco parle beaucoup. Il dit allô et il dit comment ça va. Alors, il va dire beaucoup de choses, mais là, il est surtout intrigué parce qu'il vous voit tous présentement. Et là, peut-être qu'il fait son gêné. Ah! Mais il n'est pas gêné du tout, Coco. À vrai dire, Coco, le plus d'attention qu'il peut avoir, le plus il est heureux. Et là, vous voyez, regardez, il se met beau pour vous. Il est en train de lisser ses plumes. Alors là, il vient de réaliser qu'il y a des gens qui ont fait « Ah, j'ai pas fait ma toilette! » Donc là, il est en train de se mettre tout... Ah oui! Et un cacatoès comme ça, c'est un animal qui va demander énormément de temps. OK, quand je vous dis énormément de temps, c'est un enfant de 3 à 5 ans à vie pour les 60 prochaines années. Par contre, il n'existe pas de garderie à perroquet. Donc, c'est qui, cette garderie? C'est nous! Eh oui! Et comme vous avez pu voir, quand Anne-Marie et Nicolas sont venus, là, ben, Coco, là, la sieste, c'était fini. C'était allô, comment ça va? Wow, watata. Il dit papa, il dit maman. Et le soir, quand je travaille au bureau, là, il parle en même temps que moi, je ne sais pas si vous l'entendez, je vais l'approcher. Alors, le soir, quand je travaille au bureau, puis que je m'en occupe pas, qui est couché, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Maman! 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 Et là, moi, en tant que bon parent, je dois l'ignorer parce que Coco est supposé dormir. Mais là, ça marche pas. Fait qu'est-ce qu'il fait? Papa! Papa! Parce que si maman répond pas, peut-être que papa, ça va fonctionner. Puis là, ça peut durer 1 heure, 2 heures. Ça peut durer toute la soirée. Donc maintenant, imaginez-vous dans votre salon le soir, devant votre télévision, avec votre petit bol de chips. Bien là, c'est sûr que Coco, il va, maman, moi aussi, je veux des chips, hein? C'est ça que ça veut dire, le maman, à ce moment-là. Parce qu'il va falloir que vous partagez votre collation avec lui. Parce que Coco va manger on appelle ça des granules, OK? C'est très bon pour lui. C'est comme un peu l'équivalent de nos bâtons à nous, c'est ça moulé à lui. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il va manger. Mais vous comprendrez que ça, à côté des pâtes, à côté de d'autres repas, ben, c'est moins intéressant. Là, vous allez voir, il va le prendre. Est-ce que vous avez vu? Il l'a lancé. Parce que ça aussi, c'est un jeu de cacatoès. Prendre la nourriture et la lancer partout. Mais c'est pas lui qui nettoie, par exemple. Ça, c'est nous qui nettoie. Ouais. Et ça, c'est des récompenses. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour lui. C'est un mélange de petites graines et tout. Et je vais le déposer sur la table pour que vous puissiez le voir. Là. Est-ce que vous voyez qu'il monte sur moi encore? Parce qu'un cacatoès, ça ne veut pas être à côté de nous. Ça veut être sur nous et dans notre visage. Hein, parce que pour un cacatoès, il n'existe pas de bulle. Et vous voyez en ce moment, il est à côté sur mon nez. Ben pour lui, là, il est heureux. Et il sera à côté sur votre nez 10 heures par jour. Alors, moi, je dis aux gens qui décident d'avoir des cacatoès, premièrement, c'est une mauvaise idée. Deuxièmement, bonne chance. Bonne chance parce qu'au sanctuaire, on est des fois 20. Et qu'est-ce qui se passe avec Coco? Eh bien, on est comme, est-ce que tu peux prendre Coco? Je suis tannée un petit peu. OK, parfait. Alors là, la prochaine personne prend Coco. Et qu'est-ce qui se passe avec l'autre personne? Elle va voir quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux prendre Coco un peu? Je suis tannée de le garder. Alors, c'est ça toute la journée. Et là, on va voir s'il veut manger. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont des questions à propos du beau Coco. Oui, je veux dire, en tout cas, qu'il y a des sourires dans la salle. On a une question de Yann. Je voulais savoir s'il était capable de voler. Très bonne question. Alors, Coco est capable de voler. Ah, watata! Ben oui, tu es capable de voler. Le problème en captivité, c'est que souvent, il vole tellement peu. Premièrement, parce qu'ils nous voient marcher, donc ça devient cool de marcher. Alors, ils veulent nous imiter. L'autre chose, c'est qu'ils mangent beaucoup. Comme vous voyez, c'est très gourmand. Alors, c'était comme des petites poules. Ils n'entraînent pas vraiment leurs ailes à voler. Ce qui fait que lorsqu'ils essaient de voler, ben souvent, c'est trop d'efforts, donc on va marcher simplement. Alors oui, certains cacatoès vont voler comme Coco va voler, mais ils préfèrent vraiment marcher au sol. Et ce qu'on fait, c'est qu'on taille un tout petit peu de ses ailes, vraiment pas beaucoup, juste pour éviter qu'ils volent en hauteur, parce que comme ils sont toujours en liberté, on veut pas qu'ils aillent se prendre dans les ventilateurs ou des choses comme ça. Et qu'il arrive des incidents aussi. Il faut penser que dans la nature, il y en a pas de fenêtre. Donc, dans une maison, oui, c'est bien de laisser voler, mais il faut contrôler aussi pour pas qu'ils volent en hauteur, pour pas aller se taper au plafond, au ventilateur et autres. Donc, très bonne question. Et voyez, on a un Coco qui aimait mieux avoir la bouche pleine ce soir que nous parlons. Est-ce que je peux en poser une autre?
Oui. Je voulais savoir, Coco, il est arrivé comment au sanctuaire? Très bonne question. Alors, Coco, il est arrivé au sanctuaire parce que son ancien propriétaire, à vrai dire, il y a eu 2 familles de ce qu'on sait. Hein, parce que c'est difficile également de connaître l'âge exact de nos animaux parce qu'il faut retracer combien de familles ils ont eu. Donc, sa première famille à Coco l'a eu pendant environ 10 ans. Et je ne sais pas si vous voyez ici, il a une petite bague à sa patte. Et il était constamment attaché à la bague parce que la personne, justement, voulait pas qu'il détruise tout dans la maison parce que c'est vrai que ça détruit tout. Hein, il n'y aura plus de mur, il n'y aura plus de table de table. Le beau divan, on l'oublie. Il faut partager avec notre ami cacatoise. Donc, il l'avait attaché. Alors, il y a une dame qui a appris ça, qui trouvait ça très triste et qui l'a sorti de cet endroit-là. Quand elle l'a sorti de cet endroit-là, elle faisait de la réhabilitation de vétérans de guerre. Vous comprendrez que quand on fait de la réhabilitation, puis on a un Coco qui décide de communiquer à 135 décibels et de crier, ça gâche un peu le travail qu'on essaie d'accomplir avec cette personne-là. Donc, la personne était pleine de bonnes intentions, mais elle a réalisé que ça ne fonctionnait pas et elle nous a contactés. Et à ce moment-là, on a accueilli Coco dans l'équipe. Ça fait maintenant 3 ans et demi. Et quand Coco, il est arrivé, là, il n'était pas comme ça, là. Non. Monsieur avait plein de mauvaises habitudes. Hein, il a fallu y apprendre quoi faire, quoi ne pas faire. Et maintenant, il est rendu tellement bon que le soir, quand on dit « OK, Coco, c'est le temps de se coucher », bon, on le met par terre et c'est lui. Ah, il va se coucher. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu nous dis le soir? Tu dis « Bye-bye ». Hein? Il nous dit « Bye-bye », puis il s'en va se coucher tout seul comme un grand. Parce qu'il sait qu'il y a une cacahuète. Il n'est pas fou, hein? Fait qu'il veut sa cacahuète. C'est aussi, je voudrais que la psychologie animale, quand on comprend la psychologie du bedon, tout est plus facile. On a une autre question de Yann. Excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Si d'autres personnes ont des questions à poser, n'hésitez pas. Mais du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il est sociable? Je veux dire, avec pas plus que les gens, avec les autres animaux. Coco, il est très social. Son problème, c'est que, étant donné qu'il n'a pas de bulle, il approche les animaux très rapidement. Et souvent, les animaux, vous voyez la taille de son bec, ils savent pas que Coco il est gentil. Donc, il faut vraiment faire attention. Même avec les autres oiseaux, il a vraiment un contact qui est difficile. Et ce qui fait qu'il est beaucoup plus attaché à l'être humain qu'aux autres animaux du refuge. Ce qui est une bonne chose également parce que quand un animal n'a pas été socialisé en bas âge, il peut arriver des incidents. Et Coco, avec la force de son bec, il peut casser un manche de balai en bois à peu près de gros comme ça. Donc, c'est une autre chose quand on travaille avec les oiseaux. Il faut être sûr du comportement de l'animal parce qu'on veut justement s'assurer que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Vous allez voir, si Coco, je le flatte ici, il ne veut pas, regardez ce qu'il fait. Il prend mon doigt et il le tasse. Donc, Coco, en ce moment, il est en train de me parler. Il est en train de me dire, j'ai pas envie que tu me touches là. Donc, si je le fais et qu'il tasse mon doigt et que je le refais et qu'il retasse mon doigt, la 3e fois, ce qui va arriver, c'est une morsure. Mais dans le fond, il m'a avisé. Donc, c'est aussi à nous de comprendre le comportement animal pour bien travailler avec Coco. Ce qui fait que nos animaux chez Éducazou, les gens disent, est-ce que vous leur donnez des calmants? Non, on leur donne de l'amour, du temps et on les connaît. Et c'est ce qui fait qu'on réussit à travailler avec eux dans un contexte qui est positif. C'est vraiment ça, notre petit geste secret, là, c'est vraiment ça. Si tu permets, Joanie, je vais juste, encore là, mais fais le repas coucher tout de suite parce que je pense que ça va être, j'allais dire, avant de te donner le mot de la fin, mais je pense que c'est Coco qui va avoir le mot de la fin quand il va avoir fini son snack. Ça me permet par contre de vous mentionner, premièrement, n'hésitez pas à rester à la fin. Si jamais il y a des questions discrètes, parfois qu'on n'ose pas poser en groupe, on peut rester à la fin encore quelques minutes avec Joanie et Coco, bien sûr. Et voilà. En attendant, j'aimerais vous dire, avec Éducazou chez Communication Jeunesse, on a un atelier littéraire qui se promène coast to coast, donc vraiment d'un océan à l'autre du Canada, un peu plus loin encore bientôt, j'ose le croire, autour des animaux. On parle de safari, toutes sortes d'animaux. Et justement, Joanie, elle a fait quelque chose de brillant, ce qu'on fait avec les livres. Elle vous a donné des indices avant de vous présenter l'animal. Donc, pour un jeune, même un animateur, avant de le montrer, avant de sortir de la rainette, de leur petit habito, de leur cage, on peut donner des indices, devenir parce que les jeunes, en se servant d'informations qu'ils savent déjà,
commence à réfléchir, déjà, c'est pas mal. Ensuite, pour avoir une activité super amusante. Donc, on mélange apprentissage, plaisir, quoi de mieux? Notre atelier T'aimes lire, qui s'appelle Safari, fait justement ça. Et juste avant de laisser la parole de la fin à Coco et les questions, je vous mets au défi, à travers un livre, de savoir de quel animal il s'agit. Il n'y a pas d'âge pour une belle histoire. Ceux qui le savent... Bon, les Valérie, Geneviève, Caro, Heather, sans doute, je vous ai conté 1000 fois les mêmes histoires, mais allez, Noémie et même Yann, je te mets au défi. Dans la littérature jeunesse, il y a un animal qu'on retrouve le plus souvent. On s'en est un peu servi pour cette histoire, peut-être pour vous duper aussi. Je vais faire les paroles, je vous montre. Bon, vous verrez pas grand-chose, je dis « Aouh! » Et ça dit « Je vis caché dans l'ombre, fourbe et sournois, toujours prêt à sauter sur ma proie. » Donc, si vous étiez un enfant, ben non, vous êtes des grands enfants, vous devriez deviner. Il n'y en a pas chez Ducazou. C'est un indice de ma part juste pour les monstres qui sont un peu plus faibles. Je dis, ah oh, j'aime le son. Comme toi, la grenadine, je m'en lèche d'avance les babines. Je suis tout velu, tout poilu. J'ai de grandes griffes crochues. Et là, je vais prendre le pourcentage. En tout cas, je vais voir le pourcentage de réponses à date. C'est correct d'avoir la bonne réponse. Hein? Vous êtes quand même d'une intelligence supérieure, on le voit d'ici. Par contre, cette fois, il dit « Je rampe à toute vitesse. Je cours dans le noir. Quand tu me vois, c'est qu'il est déjà trop tard. » Hey, je vis en bande avec tous mes frérots pour nous attraper. Eh ben ouais, faut se lever tôt. Je traque et je croque les enfants. Je suis la terreur de tous les parents. Me voyez-vous? Je suis là, prenez garde à vous, car je suis le grand méchant. Eh oui, Sylvie Roberge, c'est le pouls. Alors, le livre s'appelle vraiment Le Grand Méchant. Quand tu regardes ça, pour faire de l'anticipation avec les jeunes, c'est un livre tout carton, mais qu'on sert pour tous les âges au primaire. C'est brillant parce que le loup, c'est le personnage qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature jeunesse depuis la littérature jeunesse classique. C'est l'animal qui fait le plus peur, si on pense aux contes classiques, au petit chaperon rouge. Mais s'il n'est pas vilain et qui veut dévorer, et prédateur, il est complètement fou, con comme la lune. On a juste à penser au livre de Mario Ramos, par exemple, avec le personnage du loup. Donc, c'est un personnage qui est bien exploité. En même temps, dans les films d'animation, il n'y en a pas, évidemment, chez Ducazou. Par contre, ça me permettait de vous donner un aperçu de nos ateliers sont participatifs, un peu comme Joanie a fait, où elle nous donne des indices. Ben nous, c'est à travers les livres puis le plaisir de lire où on va éduquer avec l'anticipation et arriver aussi avec d'autres documentaires, d'autres livres. Dans le but de poursuivre l'expérience puis l'aventure d'Éducazou, les découvertes sont dans les livres aussi. Quand on peut mélanger les deux, c'est encore mieux. Commencez avec vos animaux de compagnie, si vous en avez. D'ailleurs, on aurait pu quasiment vous dire, prenez 30 secondes pour aller les chercher, qu'on se présente nos animaux de compagnie. Joanie, ça serait long. On n'aura pas le temps. On va garder ça pour une autre fois. Par contre, chose certaine, on vous invite à la fois à découvrir, parce que là, on va avoir une belle collaboration avec Éducazou. On va marier la découverte en vrai ou en virtuel, mais de manière 100% animale, avec un plaisir 100% livresque, signé Communication Jeunesse. Joanie, la parole est à toi. Super! Merci, Nicolas. Et juste pour vous dire à quel point Coco est comme un enfant, tout le long que Nicolas lisait l'histoire, Coco commentait. Alors, on avait des « Ah! Oh! Parce qu'il reconnaissait le ton. Alors, ça comprend vraiment tout. Et tout à l'heure, je vous disais
que les cacatoès aiment faire des dégâts, ben regardez le dégât de Coco. Et ça, il a fait ça. Ouais, hein? Tu sais que je monte des dégâts. Donc ça, il a fait ça en quelques minutes seulement. Alors maintenant, vous pouvez imaginer votre maison pendant 10 heures. Donc, au refuge, on est constamment en train de nettoyer, bien sûr. Ça prend quand même beaucoup de temps. C'est pour ça qu'un des travaux de sensibilisation qu'on fait le plus, c'est oui, avec tous les animaux, mais je voudrais que les oiseaux, c'est quand même une grande partie parce que malheureusement, ça vit longtemps, il faut y penser. Et c'est vraiment comme tous nos animaux, c'est tous des petits êtres à part entière, mais ceux-là, c'est des petits êtres qui demandent pas juste une stimulation de 1 heure par jour, mais une stimulation qui est beaucoup plus longue. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont certaines questions sur Coco ou à poser à Coco, mais là, je ne vous garantis pas qu'il va répondre. Il est fatigué ce soir. Joanie, il y a quelque chose que tu n'as pas dit. J'aimerais que tu précises. Coco avait passé de... Coco, c'est un enfant adopté. J'aimerais que tu expliques ce que ça signifie parce qu'il y a eu quand même une période d'adaptation. Il était pas... Là, on le voit, puis il est bien le fun. Puis quand je l'ai vu, je le ramène... Bon, tu vois, moi, je suis dingue, là, mais je l'ai ramené chez moi. Puis... Mais quand tu l'as reçu avant qu'il soit ce qu'il est, il y avait une période d'adaptation, n'est-ce pas? Exactement. Donc, chaque animal, quand il arrive au refuge, il n'a pas les mêmes besoins. Est-ce que vous voyez le coco s'auto-flatte? Ça, c'est quelque chose qu'il fait aussi quand je le flatte pas assez. Donc, il s'auto-flatte en même temps. Donc, vous voyez comment c'est des dépendants affectifs. Et quand il est arrivé au refuge, il avait des mauvais comportements. On ne le connaissait pas également encore. Donc, on ne pouvait pas dire, le regarder et savoir quand Coco est fatigué, quand Coco ne veut pas se faire prendre. Donc, il y a toute cette période-là d'habituation qui a duré environ 6 mois. Pour qu'on puisse vraiment connaître Coco. Et par la suite, il y a une série de tests sur la route qu'on va faire. Donc, par exemple, il va sortir dans une activité avec quelqu'un d'expérimenté, de confiance. Et chaque animal, en passant au refuge, a son horaire. Donc, on a un poste ici, c'est une de nos biologistes qui s'occupe uniquement de faire l'horaire des animaux. Donc, chaque individu a le nombre de sorties en fonction de son tempérament. Par exemple, Coco, là, s'il pouvait sortir tous les jours, ça serait le perroquet le plus heureux du monde. Mais on a d'autres animaux qui sont plus paresseux et que eux, 1 à 2 stimulations seulement est suffisante. Donc, on s'est vraiment adapté pour chaque animal et c'est ce qui fait que justement qu'on a des bons individus comme ça parce que Coco, il travaille avec nous, il est content d'aller sur la route, mais il n'est pas épuisé. Donc, ça correspond à son niveau d'énergie à lui. On a une question de Noah qui veut savoir si Coco aime regarder la télévision. Ah, très bonne question, Noah. Coco adore la télévision. Il aime beaucoup les dessins animés. Tout ce qui est animé coloré, là, Coco, il fixe la télévision puis il regarde. Et parfois, on va mettre des films à Coco. On a une télévision chez Ducazou et les gens disent « Ah, c'est le fun, vous écoutez la télé. » On est comme « Non, c'est pour le cacatoès. » C'est pour Monsieur Coco. Ah ouais, hein, Coco? Donc, quand il est tannant et qu'on ne sait plus quoi faire avec Coco, eh bien, on fait comme tous bons parents, on les met devant un film parce que c'est pratique. On peut pas lui confier une tablette, hein, parce que vous comprendrez qu'avec son bec, que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe, Coco? Je suis ici? Ah, tu veux montrer comment tu es un gros bébé, hein? Ben oui. Vous voyez, depuis qu'il s'est retourné. Ah, parce qu'il va comprendre également qu'on lui dit beaucoup, parce qu'on lui parle comme si c'était un petit être humain. Ouais. Parfois, il fait semblant qu'il comprend pas. Ça nous arrive à nous aussi parfois. Parfois, il fait semblant qu'il nous entend pas. Ça nous arrive aussi parfois. Mais c'est de comprendre son comportement puis de communiquer avec lui. Puis c'est comme ça qu'on réussit à bien aller dans le quotidien et à faire sa petite routine. Là. On a une main levée de la part de Yann. Je voulais savoir, parce que votre refuge est vraiment pas très loin de chez moi, si parfois vous aviez besoin de bénévoles, de gens pour venir donner des coups de main, des choses comme ça, et comment vous communiquez avec les gens en général? Très bonne question. Donc, malheureusement, le refuge n'est pas équipé pour pouvoir accueillir des bénévoles parce que ça prend plus de 50 heures de formation pour pouvoir encadrer le contact avec les animaux. Également, on a à peu près 10 à 20 des animaux au refuge qui ne sortent pas, donc qui sont en période d'entraînement. Et quand je dis qu'ils ne sortent pas, c'est parce que notre but, c'est pas de garder les animaux en cage. Donc, on peut le faire le temps que l'animal s'habitue, mais si on détecte que l'animal n'est pas apte à aller sur la route,
souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relocaliser dans une famille. Donc, si jamais il y a des gens parmi vous qui disent, moi, j'aimerais être famille d'accueil pour un animal, on appelle ça des adoptions de fin de vie. Sur notre page Facebook qui est Éducazou Inc., on poste les annonces de tous les animaux qu'on n'est pas en mesure d'adopter parce que parfois on peut pas tous les prendre, mais on met les gens en contact et ça, on le fait vraiment bénévolement pour pouvoir aider ces animaux-ci à trouver une famille. Et c'est arrivé des fois en dernier recours quand on trouve pas de famille, qu'on les accueille ici. Donc ça, c'est une bonne façon pour aider le refuge. Également, d'organiser des activités éducatives, c'est une belle façon d'également aider et d'avoir un contact avec les animaux parce que ça nous permet de prendre soin de tous ces animaux-là. Et également, si vous allez dans le coin de Québec, Québec possède une section exposition que vous pouvez visiter. Alors, pourquoi on ne fait pas de refuge à Terrebonne? Eh bien, vous comprendrez que c'est parce que lorsque les animaux sont au refuge, ils sont en période de repos. Donc, on les laisse se reposer, on les laisse dans leur habitat. Mais Québec possède 2 sections. Une section animaux d'animation qui sont stimulés sur la route et une section exposition. Alors, si jamais vous voulez voir des géantes tortues, des gros serpents, c'est tout là-bas qu'on relocalise ces animaux-là parce que eux, ils vont être stimulés avec les visites au refuge même. Où exactement, Québec? C'est là, je suis pas bonne en géographie, ça paraît. Non, c'est proche dans le fond de Sainte-Foy. Okay. Pour regarder Éducazou Québec. Ouais, coco. Vous allez le voir, donc c'est là-bas. Ça peut être une belle chose à faire quand vous voyagez dans le coin également. Maman, vous voyez, hein? Coco, il aime beaucoup ça, interagir quand je parle. C'est même un problème quand on fait des tournages parce que souvent, je le mets ici, puis le micro est ici. Puis souvent, j'entends, est-ce qu'on peut tasser le cacatoès? Parce qu'on entend juste lui. Puis dis-moi, Joanie, juste pour poursuivre, pour parler de vous, je trouve que c'est important de parler, c'est génial ce que vous faites. Par contre, ça montre l'importance que un avertissement de l'importation d'animaux exotiques, parce que pour un animal qui se rend, il y en a un autre nombre qui ne se rend pas dans le voyage, et ça, il faut se le rappeler. À ce point que vous avez des animaux qui sont très, très loin du Canada, même des marsupiaux qui vivent dans des chaussettes. Est-ce que tu peux en parler? C'est nos beaux phalangers volants. Donc oui, on a des beaux phalangers volants qui nous proviennent d'Australie. Heureusement, de plus en plus, le marché des animaux exotiques, c'est moins de l'importation, c'est beaucoup plus des élevages. Donc, à part les cacatoès, malheureusement, qui sont souvent capturés en nature, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un gros scandale avec 200 cacatoès qui ont été importés dans des bouteilles de Pepsi. Oui. Donc, ils ont débouché, ils ont mis les cacatoès dedans, donc ils pouvaient respirer. Et il y a eu un taux de survie d'environ uniquement comme 40-50% des individus. Ça, c'est ce qui s'est dit. Donc, malheureusement, c'est maintenant pour ça qu'ils mettent la petite bague autour de la patte pour certifier que l'animal n'est pas un wild caught qu'on appelle, donc un animal qui a été attrapé à la nature. Et avec l'éducation, on fait beaucoup de sensibilisation aussi lors de vos voyages, quand vous voyagez, de faire attention aux pièces que vous procurez. Par exemple, quand on achète une carapace de tortue ou quand on achète des souvenirs qui sont faits en animaux, ben dites-vous que c'est un animal qui a été tué au préalable pour pouvoir vous procurer ce souvenir-là. Donc, maintenant, on est chanceux, on a des appareils photo, on peut prendre des photos de nos souvenirs. Donc, c'est beaucoup mieux. On a une association avec Environnement Canada ce sont les pièces de la CITES. Alors, ce sont tous des pièces qui sont saisies aux douanes. Donc, on a des pots de python de 10 pieds, on a des bottes d'éléphant, on a des défenses d'éléphant et on apporte ça dans nos animations, bien sûr, pour sensibiliser les gens à ce commerce-là qui est fait. Alors, une bonne façon, je vous dirais, pour vous d'aider les animaux exotiques, c'est également quand vous voyagez de le faire responsablement et de ne pas encourager justement la braconnage. On va céder la parole à Yann. C'est pas une question, c'était une observation. Je suis tout à fait d'accord que prendre des animaux dans la nature, c'est dangereux, mais au-delà de ça, quand les gens les ont et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas les avoir, ils ont cette fâcheuse tendance à les relâcher et ça abîme énormément l'écosystème qu'ils ont déjà chez eux. En région parisienne, en France, on se retrouve avec un problème de perruches africaines. On n'a jamais eu ça, mais elles se sont installées, elles se sont acclimatées et c'est un exemple parmi tant d'autres. On a des tortues, on a plein d'animaux comme ça. Faut vraiment faire attention à ces choses-là.
C'est un très bon point, Yann. Et au Québec, on est chanceux dans un sens parce qu'on a l'hiver qui nous protège. Donc, malheureusement, quand les animaux sont mis dans la nature, bien souvent, on les condamne à la mort. Hein. Les gens qui laissent des lapins à l'extérieur, et ça, je vous le dis parce qu'on a au moins une dizaine d'appels par année de lapins trouvés à l'extérieur, des lapins qui sont domestiques, eh bien, c'est vraiment, ils vont pas survivre, ils vont pas s'adapter. Mais on a certaines espèces invasives, par exemple, la fameuse tortue aquatique. Je sais pas si vous avez vu dans les animaleries, ils vendent des tout petites tortues comme ça qu'on appelle la tortue oreille rouge. Eh bien, elle est invasive au Québec et le problème, c'est que les gens achètent ça tout petit. Ça vit 30 ans. Donc, après 5 à 10 ans ou même des fois 2 ans, on est tanné. On laisse la tortue dans nos cours d'eau. Et ce qui se passe, c'est que la tortue prend la place de nos tortues indigènes. Et on a un déclin des tortues peintes et de plein d'autres espèces de tortues. Donc, oui, c'est également à faire attention, surtout avec des espèces exotiques qui peuvent s'adapter parce qu'on peut vraiment débalancer la faune. Et là, Coco est très excité. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, mais Coco, quand il sent qu'il n'y a pas l'attention, il aime la ravoir. Bien, Joanie, je vais un peu prendre la balle au bon. Je vois le temps qui file. Il est déjà 20h35. J'étais en train de penser à une petite anecdote que je voulais vous raconter. J'ai eu l'occasion depuis le mois de juin de donner beaucoup d'animations dans les parcs et à l'extérieur avec Biquette à Montréal. Je donnais des animations, notamment à Rivière-des-Prairies, auprès du troupeau de moutons et au parc Maisonneuve. Et je peux vous dire à tous et à toutes que c'est très difficile de faire une animation littéraire en présence d'un animal parce que l'animal va assurément capter l'attention des enfants beaucoup plus que la personne qui essaie de lire une histoire. Et c'est bien ce qu'on a pu constater ce soir parce que franchement, on écouterait Joanie parler toute la soirée et on regarderait Coco agir toute la soirée aussi. C'était très intéressant. Mais ce que j'ai pu constater quand même quand j'ai fait les animations avec Biquette, c'était à quel point les livres qu'on apporte et les livres qu'on va présenter arrivent en support pour présenter les animaux ou pour faire un réinvestissement des notions qui auront été apprises pendant les présentations des animaux. Et aussi, ces livres-là permettent souvent pour les enfants de développer un vocabulaire très riche autour de l'animal qui est présenté et autour du règne animal en général ou de la thématique qu'on veut aborder, que ce soit par exemple la prédation ou dans le cas des moutons, moi j'ai raconté des histoires où on avait les métiers autour des moutons, où on avait des chansons autour des moutons, évidemment. Donc, on a pu découvrir un large vocabulaire autour de ces animaux-là grâce aux ouvrages. C'est ce qu'on veut proposer dans notre partenariat Éducazou-CJ. Donc, on sait que souvent, les enseignants, les éducateurs, les éducatrices et aussi les personnes qui travaillent dans les milieux de bibliothèque souhaitent que les activités perdurent. Donc, avoir une visite d'Éducazou à l'école, c'est une super occasion pour, après ça, réutiliser les notions qu'on a vues puis faire du millage avec les élèves pour acquérir des connaissances, susciter l'intérêt. Quand on voit que les enfants sont aussi intéressés envers une thématique comme les animaux, il faut utiliser cette thématique-là pour susciter aussi leur intérêt envers les livres. Si on a vu qu'ils ont été super attirés par un cacatoès, mais la première idée qu'on pourrait avoir, c'est d'aller chercher un livre qui va mettre en vedette un cacatoès ou qui va aller chercher un livre qui va nous permettre de développer notre vocabulaire autour des oiseaux. Donc, je suis en train de te manger des cheveux, Joanie. Donc, c'est un peu ce qu'on veut proposer. On veut proposer un duo d'animation, dans le fond, donc avec Éducazou qui a la portion que vous avez pu voir ce soir, donc la portion de présentation des animaux et de la biologie, et Communication Jeunesse qui peut offrir soit une préparation à la rencontre d'Éducazou grâce au livre ou encore un prolongement des réflexions et un prolongement des découvertes autour du règne animal. Alors, on espère que ce sera intéressant pour vous et que ça pourra vous permettre de découvrir deux univers qui ont l'air d'être séparés et différents, mais qui, au bout du compte, se retrouvent puisque ça va parler aux sensibilités et aux intérêts des jeunes. Puis si tu permets, Anne-Marie, ce qu'Anne-Marie vient de vous dire, chers bibliothécaires, enseignants, conseillers pédagogiques, parents, si vous êtes ou grand lecteur, parce qu'il n'y a pas d'âge pour lire une belle histoire, je le répète, si vous êtes en manque d'inspiration pour faire une activité de livre, la thématique des animaux, c'est une source intarissable qui va toujours intéresser les jeunes du préscolaire primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et puis, c'est certain qu'avec une visite et une découverte d'Éducazou, et quelle aventure
informative, brillante, les jeunes vont sortir de là étonnés, mais avec des réflexions et des questions. Et dans ce temps-là, pour répondre à leurs questions, le meilleur lieu où les amener, c'est à la bibliothèque. Alors, je vous remercie. Puis, si je peux poursuivre ce que tu dis, Nicolas, aussi, on a vu beaucoup dans la littérature jeunesse l'usage des animaux pour permettre une distance par rapport aux situations qui sont présentées. Pendant longtemps, les animaux, c'est incroyable à dire, mais les animaux étaient une des seules méthodes utilisées pour représenter la diversité. Là, il y avait tellement peu de diversité dans la littérature jeunesse d'ici que quand on avait des livres avec des animaux qui étaient différents les uns des autres, c'était ce qu'on présentait comme livres qui parlaient de la diversité. Heureusement, maintenant, on a des représentations d'êtres humains variés dans les livres d'ici. Mais les animaux, souvent, vont être utilisés comme personnages principaux pour permettre d'aborder des sujets qui peuvent être plus difficiles. Aujourd'hui, on a parlé de prédation, mais on pourrait avoir des histoires d'intimidation qui vont être mises en lien, par exemple, avec des histoires de prédation. Souvent, les histoires d'intimidation vont être racontées en mettant deux animaux en confrontation l'un avec l'autre parce qu'on a moins l'impression de parler de quelque chose qui est vraiment arrivé dans la cour d'école. Hein, ça fait une distance par rapport à la situation. Donc, les animaux, ils sont présents, oui, dans les documentaires, oui, dans les histoires qui sont amusantes, mais ils sont présents aussi des fois de façon tout à fait anthropomorphisée. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais on leur rend des caractéristiques humaines pour permettre de faire une distance par rapport aux situations. Donc, puis des fois, on va lire des livres où les personnages principaux sont des animaux, puis on s'en rend même pas compte que c'est des animaux, tellement ils agissent comme des êtres humains. Valérie, dans la conversation, nous dit on va parler du deuil avec les animaux, que ce soit le deuil de son animal. Entre autres, c'est une façon souvent d'aborder cette thématique-là. Donc, voilà, alors c'était pour ajouter à cette réflexion sur notre rencontre. Puis on va vous le dire, là, pour être vraiment honnête, Nicolas et moi sommes des mordus du monde animal. Moi, je dis souvent que si, quand j'étais jeune, j'avais su que je pouvais aller dans cette voie-là, je serais sûrement allée dans cette voie-là, mais on dirait que je savais pas que ça existait. Je suis très heureuse dans ma voie actuelle, mais c'était vraiment pour se gâter aussi qu'on a pensé à ce partenariat-là et on espère que ça sera aussi intéressant pour vous tous. Alors, Joanie, j'aimerais te remercier chaleureusement d'avoir été parmi nous ce soir. Vraiment, ça nous a fait passer une soirée super intéressante. Puis les gens qui nous écoutent en rediffusion, j'espère aussi que vous avez eu l'occasion de profiter de cette soirée ou de cet après-midi, qui sait, en le vent. On va pouvoir publier cette vidéo-là sur 2 chaînes YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Communication Jeunesse et sur celle d'Éducazou. Si vous nous avez écouté à partir de la chaîne YouTube d'Éducazou, on vous invite à cliquer sur le logo de Communication Jeunesse à l'écran pour vous rendre sur la chaîne YouTube de Communication Jeunesse, découvrir nos contenus. Et si vous avez écouté cette vidéo à partir de la chaîne de Communication Jeunesse, on vous invite à cliquer sur le logo d'Éducazou à l'écran pour découvrir leur contenu. Alors, comme ça, vous allez être 2 fois plus servis. Alors, encore une fois, Joanie, merci infiniment. Merci, Nicolas, pour ta présence aussi. Merci à tous d'avoir été si attentifs et d'avoir bien participé. Et je vous souhaite une magnifique soirée et surtout de belles découvertes littéraires et animales.